Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on va parler des turbulences que nous avons sur les marchés financiers. On va parcourir l'actualité, on va parcourir les graphiques également, afin tout simplement d'être dans les meilleures conditions avec un maximum d'éléments à notre disposition pour aborder les prochaines heures et les prochains jours dans un marché qui est certes pas si évident que ça, mais pour autant il y a des belles opportunités de trading. On s'est plaint, notamment tout le mois de février, qu'il se passe rien, principalement sur les indices américains. Voilà, au moins on a de l'action, on a de l'impulsion, on a de la tendance, il y a de quoi faire des belles choses. Je vous partagerai un ou deux plans que j'avais d'ailleurs donné dans mon émission hier, puisque je vous rappelle que tous les lundis matins je suis en live avec les membres du Capital 100K et ceux qui souhaitent participer à cette émission. Donc ça permet tout simplement ce type d'émission, en tout cas c'est mon objectif déjà pour ceux qui ont raté ce qui se passait, d'avoir une petite actualité et de partir du bon pied ce matin, et surtout d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on va essayer de faire sur les différents graphiques. Alors je vais pas pouvoir tous les faire évidemment, sinon l'émission durerait une heure, mais en tout cas je vais essayer de vous condenser tout ce qui s'est passé hier. On démarre tout d'abord avec Wall Street qui est en crise. On a le Dow Jones qui a baissé de 2,08%, le S&P de 2,7% et le Nasdaq, bon alors lui c'est la catastrophe, c'est 4% d'un seul coup. Pire performance depuis 2022, ça commençait donc à faire quand même longtemps qu'on n'avait pas vu des marchés décrocher aussi fort. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira ce soir sur ma chaîne avec les, entre guillemets, 11 commandements à suivre dans des marchés baissiers, notamment pour ceux qui font du swing ou de l'investissement, plutôt de l'investissement d'ailleurs, qui vous permettra de savoir un petit peu, enfin en tout cas quels sont mes conseils, et des conseils que je m'applique à moi-même bien évidemment, que j'essaye de suivre au plus près, qui permettent de survivre un peu dans ces phases compliquées. Donc rendez-vous ce soir à partir de 18h sur la chaîne. Concernant les géants de la tech, ce qui explique notamment cette contre-performance du Nasdaq, c'est assez simple, on a Tesla qui chute de 15%, Meta 4,42%, Microsoft 3,34%, Google 4,31%, Apple 4,85, Amazon 2 et Nvidia 5. Bon, clairement, c'est pas avec des chiffres et des performances comme celle-ci qu'on va pouvoir survivre. Alors voyons du côté des graphiques qu'est-ce que cela donne. Le S&P 500 a donc lâché, déjà important de le voir, la grosse zone de polarité. En tout cas, il s'est arrêté plus ou moins dessus. On a lâché les 0,5 sur les contrats futurs de la dernière impulsion haussière, et donc mon objectif c'est d'appuyer sur ces ventes tant qu'on est en dessous. Pour moi, je leur disais hier, depuis qu'on a cette bougie ici, cette rouge qui a cassé ce M-top, on est en tendance baissière. Alors bien sûr qu'on peut avoir des rebonds, mais ce qu'on va essayer de travailler, c'est les zones. Pour moi, on est sous cette zone de support, donc on peut appuyer jusqu'au 0,618 qui sera mon premier objectif. Deuxième petit objectif, cette zone des 5421 sur le S&P 500, et pourquoi pas chuter encore un peu plus bas sur les 5120. C'est vraiment ce que je vais essayer de travailler. Il n'y a pas de raison d'être à l'achat selon moi. Autre scénario possible malgré tout, on peut avoir un rebond sur cette zone des 5840 pour mieux repartir. C'est également ce que je suivrai. Si après on décide de réintégrer, alors on annulera le plan vendeur et on passera aux achats. Je vais regarder le Nasdaq, je ne vais pas trop parler du Dow Jones aujourd'hui puisque c'est pas forcément le plus baissier. Je préfère appuyer sur les faibles comme on dit, et il y aura d'autres raisons qui fait que j'ai pas forcément envie de travailler le Dow Jones à la baisse. Je vous en reparle un peu plus loin dans cette émission, mais toujours est-il que pareil, cassure, hésitation, gros rejet de la zone avec cette bougie, et depuis on dégringole. Et notre plan d'ailleurs c'était ça hier avec les membres que j'accompagne, c'était d'attendre la cassure du 0,5 pour pouvoir tout simplement ici appuyer sur les 0,618. Il y a eu des OPR, il y a eu des choses sympas à travailler dans ce sens-là, et donc pour l'instant on est sur cette zone. Encore une fois, si on casse les points bas d'hier, on continuera de chercher des ventes jusqu'au prochain niveau qu'on a identifié, soit les 18 600. Alors il y a un petit point intéressant à noter ici, c'est pourquoi je ne travaille pas actuellement le Dow Jones. En tout cas, je préfère travailler le Nasdaq en réalité. C'est tout simplement parce que les valeurs de croissance ne réagissent pas du tout de la même manière que les valeurs qu'on qualifiera de value, donc plutôt sur la valeur comme son nom l'indique. Simplement, il y a un constat qui est assez simple, et c'est Zone Bourse qui le stipulait ce matin, c'est que on a une baisse de 10% depuis le début de l'année sur les valeurs de croissance, alors qu'on a une progression de 2% sur les valeurs value. Et ça fait partie notamment des éléments que je vous partagerai ce soir dans la vidéo, c'est que c'est important de savoir se diversifier pour pouvoir bien évidemment profiter des grosses hausses des valeurs de croissance quand notamment on est dans des cycles économiques ou des périodes qui sont prolifique pour ce type de société, mais pour autant il faut aussi savoir se diversifier, parce que si tout le portefeuille est soumis, on va dire, à la même dynamique par rapport au marché, c'est extrêmement compliqué. Et il y a des valeurs défensives, je pense à la consommation de base, je pense à la santé, je pense bien évidemment à la défense actuellement, qui effectivement fonctionne plutôt pas mal. Et je partageais hier sur mon canal Telegram, je vous invite à aller le voir rapidement, une pensée envers Coca-Cola. Bref, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Mais effectivement, on le voit bien ici, les valeurs de croissance subissent beaucoup plus, et c'est pourquoi j'évite d'aller
trahir le Dow Jones qui est globalement plus orienté value, hein, si on compare bien évidemment au Nasdaq qui lui est croissance, et donc on tape là où ça fait mal, à savoir sur les actifs baissiers. Concernant maintenant la crypto-monnaie, bon bah c'est pareil, hein, c'est la chute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Bitcoin a chuté de 30% depuis son sommet de janvier et son plus bas récent. Donc ça secoue, c'est fort, c'est violent, ça fait mal et je le vois parce que j'ai énormément de personnes qui viennent me demander quoi faire. Encore une fois les amis, si vous êtes rentré n'importe comment sur conseil de tonton tata ou encore d'un ami ou encore d'une vidéo ou autre, c'est pas la bonne façon d'investir. Il faut savoir pourquoi vous investissez. Et là encore on parle du Bitcoin parce que je vais pas m'amuser à faire toutes les petites crypto-monnaies, mais je ne parle même pas de tous les shitcoins qu'on vous a recommandés pour essayer de tenter un coup, et ce qui fait que bah, vous êtes effectivement aujourd'hui dans des situations complexes. En tout cas, je m'adresse à ceux qui ne sont pas à l'aise, hein, bien évidemment, avec leur investissement. Certains le seront et tant mieux. Mais vraiment, soyez extrêmement vigilants. Ayez une vraie stratégie d'investissement. Arrêtez de vouloir chercher le coup de maître à chaque fois. Bitcoin qui corrige, c'est pas une fin en soi. Encore une fois, si vous en avez, je vous invite absolument pas à vendre. Posez-vous la question. Ça fait aussi partie des 11 commandements qu'on verra ce soir. Quelle est la raison qui vous a fait en acheter et quel est votre objectif? Est-ce que la raison est toujours viable? Est-ce que l'objectif est toujours réaliste? Si c'est le cas, vous maintenez. Si c'est plus le cas, vous pouvez envisager de sortir. C'est comme ça que vous devez bâtir votre stratégie, mais votre stratégie doit être faite bien évidemment en amont des achats, et c'est pas bon bah aujourd'hui je décide d'investir donc je vais acheter 30% de Bitcoin dans mon portefeuille, boum j'achète 30%. Il y a aussi des façons de réfléchir pour acheter et vendre, et pour cela ça fait partie plutôt de l'investissement, et je vous ai mis ma formation qui vous est offerte si vous le souhaitez pour justement bien démarrer dans l'investissement avec les bases si vous le souhaitez. D'un point de vue graphique, qu'est-ce que cela donne? On en avait parlé, hein, depuis qu'on a eu le rejet, j'en ai parlé dans mon émission hebdomadaire. Depuis qu'on a eu ce rejet-là, pour moi, il faut bien évidemment éviter d'acheter, il faut rester à l'écart, il faut identifier des zones qui peuvent être pertinentes. Hier, je parlais de quelques zones avec les membres que j'accompagne, je parlais de cette zone des 73 000. Alors, je ne suis pas en train de dire que je la paierai nécessairement, ça va dépendre si on est sur de l'achat ou de l'investissement ou du trading. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas du tout de travail de prix et qu'il y a forte chance maintenant qu'on est ici. Encore une fois, rien de certain, hein, attention, ça serait vraiment le piège d'avoir la certitude que ça va forcément revenir à 73 000. Mais j'aurais tendance à croire effectivement que pourquoi ça rebondirait ici, à part si ça paraît tellement évident que ça vienne sur les 72 000 qu'on a un repli, c'est possible, on peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir plein de choses, il ne faut pas avoir de certitude. Techniquement parlant, en tout cas, les zones qui m'intéressent, c'est les 72 000, et si on l'enfonce, eh bien ça sera la zone des 55 000, avant éventuellement, hein, d'entrevoir cette zone des 45 000, qui est pour moi la grosse zone pivot sur des unités de temps bien plus hautes, qu'on avait déjà pu identifier par le passé, mais là, il faudra remonter en weekly ou en monthly. Alors pourquoi cette chute? Pour moi, trois principales raisons. Premièrement, les récentes déclarations de Donald Trump sur la potentielle période de transition qu'il appelle économique et les incertitudes donc liées à sa politique commerciale qui ont ravivé fortement les craintes de récession. Attention cependant, j'insiste, hein, je vois tout le monde qui parle de récession. Des craintes, on peut en avoir, ça c'est clair et c'est net. Maintenant, dire qu'on est en récession, parce que j'ai commencé à entendre ça, c'est de la stupidité, hein, c'est de la bêtise. Pour être en récession, il faut 2 trimestres consécutifs avec un PIB qui est négatif. C'est absolument pas le cas, on en est très loin. En revanche, la politique qui peut mener, est-ce qu'elle amènera à la récession? Ça peut-être, mais je trouve que c'est un peu tôt pour en parler. En tout cas, toujours est-il que peu importe ce que je pense, encore une fois, peu importe même ce que vous pensez, hein, ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que pense le marché et comment il voit les choses, parce que malgré tout, bah, c'est sur la psychologie qu'on s'appuie, hein, sur le court terme. Il n'y a pas forcément de rationalité court terme entre ce qui est sur les marchés et ce qui est dans l'économie. Donc attention bien évidemment à trader ce que l'on voit et non ce que l'on entend. Voilà, pour moi c'est vraiment un petit rappel que j'aime beaucoup dire dans mes formations parce que j'estime que c'est un point important. La crainte d'une stagflation est également présente. Alors stagflation, pour rappel, hein, c'est une faible croissance avec une forte inflation. Et tout ça est alimenté évidemment par les barrières douanières et les tensions géopolitiques. Et troisième point, eh bien, c'est l'incertitude face à l'impact, non pas cette fois-ci des prises de décision économiques, mais bien politiques de Trump, combiné bien évidemment à tous les doutes sur la croissance, à pousser les investisseurs à fuir les actifs à risque, comme on le voit actuellement où il y a des ventes massives, ou en tout cas si ce n'est pas des ventes, des prises de profit importantes. Du côté de l'Europe, c'est un petit peu moins violent, mais on a quand même une correction, même si on n'est pas du tout dans le même contexte. On reste dans des tendances qui sont haussières, notamment du côté du DAX, malgré une chute de 1,69% hier. Du côté du CAC, on a corrigé de 0,90%. Londres et Milan aux alentours également à peu près des mêmes chiffres. Alors ça s'explique en quoi? Bien évidemment, déjà c'est un petit peu impacté par l'économie US, mais pas seulement, j'ai envie de dire, parce que on l'a bien vu, hein, ces dernières semaines, les États-Unis ont corrigé, l'Europe elle a plutôt continué de monter. C'est plutôt que sur le très court terme, j'aurais tendance, et en tout cas c'est comme ça que Zone Bourse l'expliquait ce matin, que le rejet potentiel par les verts allemands du plan d'investissement massif prévu par le futur chancelier Friedrich Merz inquiète, et ce rejet pourrait compromettre donc les changements
constitutionnels nécessaires pour le plan qui est prévu. De cela en découle un secteur bancaire européen en souffrance avec toutes les banques qui ont à peu près corrigé, en tout cas toutes les principales, avec la Société Générale -5, la Deutsche Bank -2, Barclays -4 et la Monte dei Paschi di Siena, j'espère que je parle bien italien, -4,54. Et c'est pas tout parce qu'il y a d'autres actions qui ont chuté également avec notamment Novo Nordisk, la grosse tête d'affiche de l'Europe qui a vu son titre chuter de 8% à Copenhague et de 9,43% à New York, ça dépend de la bourse sur laquelle vous la suivez. Après des résultats qui ont été décevants sur l'un de ces traitements, on sait tout ce qui est pharmaceutique, dès qu'il y a des bonnes nouvelles ça a tendance à exploser, mais forcément quand on a des vaccins, des traitements ou autres qui n'apportent pas les attentes, en tout cas les résultats attendus plus exactement, ça corrige fortement en bourse. On a encore le cas, opportunité ou plutôt risque, je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire bien évidemment ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Également du côté de secteur énergétique, vous savez que je ne suis pas un grand fan, mais on a quand même une pression sur le pétrole avec le Brent qui est en baisse de 1,54% et le WTI à 66,03 $ désormais, soit une baisse de 1,51%, notamment, toujours dans la même lignée, liée à les craintes de récession qui pèsent sur la demande énergétique. Du côté des valeurs défensives, cette fois-ci, ça continue de plutôt bien se porter. C'est ce que j'expliquais avec Coca-Cola notamment, mais il n'y a pas que Coca-Cola. En tout cas, du côté de l'Europe, les secteurs de la consommation de base et des services essentiels, eux, résistent toujours très bien. C'est les secteurs qui se sont le mieux portés. Et d'ailleurs, ça s'observe très bien quand on regarde les valeurs les plus connues, comme par exemple Nestlé, Danone ou encore Pernod Ricard, qui ont, en tout cas dans cette période vraiment très court terme, résistent plutôt pas mal dans l'ensemble. Du côté de Telsat, donc j'ai un petit peu parlé la semaine dernière, forcément suite à son envolée, le titre a reflambé de nouveau. Attention, c'est un titre extrêmement volatile et pour moi, c'est pas du tout un titre sur lequel forcément investir. Jouer des coups de trading, pourquoi pas, mais soyez extrêmement vigilants. J'en ai parlé dans mes vidéos, notamment sur, je crois, c'était cette semaine, la vidéo qui doit être parue samedi, si je ne dis pas de bêtises, ça vous dit d'aller voir. Le titre a flambé de 28%, mais pour autant, il profite simplement pour moi des spéculations autour de sa transformation et vers peut-être un modèle similaire à celui de Elon Musk, à savoir Starlink. Pour clôturer cette émission, les événements que je vais surveiller cette semaine, ça sera tout simplement la rencontre que tout le monde attend du côté du conflit Russie-Ukraine, avec la rencontre États-Unis-Ukraine en Arabie Saoudite qui pourrait déboucher sur des avancées, espérons-le, sur le conflit en tout cas. Deuxième point également, l'évolution des droits de douane américains, on sait, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps, qui continue d'alimenter donc les craintes de stagflation. On verra un petit peu quelle est la direction qui est prise de ce côté-là, et des indicateurs majeurs aux États-Unis, notamment sur les rapports Jolts cet après-midi, mais aussi les chiffres de l'inflation qui seront publiés demain. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez cette vidéo de manière plus générale, merci pour les likes, merci pour tous ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent. Et moi, je vous retrouve ce soir à partir de 18 h. N'oubliez pas de me rejoindre dans mon canal Telegram pour plus d'actualités et suivi des marchés financiers. Soyez prudents sur les marchés. À très vite. Ciao.